Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être venus nombreux ce soir au Mashup Tour. Donc c'est le premier Mashup Tour. Donc on voulait vous remercier effectivement parce que vous êtes nos premiers clients, nos premiers ambassadeurs pour cette première soirée. Je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que le Mashup. Donc le Mashup en fait c'est une association qui a été créée par et pour des étudiants et professionnels entreprenants. Donc quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un qui entreprend. Donc c'est pas forcément un entrepreneur, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui a des projets, etc. Ok. Mashup, c'est à la base une association nantaise. Ça a été créé à Nantes et ça a cartonné en fait. Et du coup, on y a été plusieurs fois. On a trouvé des sujets hyper intéressants. Donc ça va de l'intelligence artificielle à la santé, à tout autre type de sujets. Et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de créer cette association aussi à Tours. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Vincent et Victor que je vais vous présenter. Donc oui, ça c'était pour vous dire merci. Donc voilà, quelques petits fun facts sur nous. Vous ne savez peut-être pas, mais moi effectivement j'ai un lapin. Il s'appelle Moutarde. Peut-être que vous pouvez venir là les gars. Je vais vous présenter donc Victor. Mais non, on va passer après, t'inquiète pas. Victor, donc, qui est également associé avec moi sur le Mashup. Et qui cultive son propre potager. Bon, pour l'instant, c'est pas un succès, j'avoue qu'il n'y a pas grand chose à part de la terre retournée, mais bon, ça va venir. Et puis, alors lui, franchement, en fait, là je parle, mais après, ça va être que lui qui va parler. Il est assez atypique, ouais. Hein, il est un peu spécial, Vincent. Et effectivement, il connaît mieux Disney que son propre appart. Je sais pas si t'as déjà été à ton appart ou pas. Ok. Voilà, donc ça c'est nous et on vous le redira, mais on est à la recherche d'aide. Donc aujourd'hui vous avez Manon et Aélis qui vous ont accueilli à l'accueil, je sais pas si on peut dire autrement. Vous avez Raphaël aussi qui est là dans le fond qui prend quelques photos. Coucou Manon, voilà. Coucou Raphaël. Et du coup en fait comme c'est une association qui est par et pour les étudiants et les professionnels, et on a besoin d'aide. Donc on va le voir après, les pros nous aident déjà, on est un peu soutenus. Mais si parmi vous, il y a des étudiants qui souhaitent faire partie de l'asso, qui souhaitent nous aider, vous êtes les bienvenus. On va faire d'autres événements et vous serez les bienvenus à ce moment-là. Donc nos partenaires. Je vais laisser la main à Victor pour remercier nos partenaires parce que c'est hyper important. Moi, je ne dis pas des choses importantes. Oui, merci Nicolas. Donc évidemment, le Mashup, c'est pas possible sans nos partenaires. Parce que organiser des événements comme ça, vous vous en doutez, un événement gratuit, ça coûte de l'argent. Donc sans nos partenaires, on ne pourrait pas être là, on ne pourrait pas organiser, on ne pourrait pas faire venir des intervenants comme ceux qu'on a ce soir. Donc on remercie dans l'ordre de la slide, il n'y a pas d'ordre de préférence, Pépite, Centre Val de Loire, qui nous aide, qui est représentée par Caroline, qui est représentée par Angela. Donc on est ravis de travailler en collaboration avec eux. On est soutenu également, donc Pépite évidemment, je ne précise pas, mais tout le monde connaît Pépite, le pôle étudiant entrepreneuriat en Centre Val de Loire, qui est un dispositif de la faculté de Tours, je ne me trompe pas, notamment, et qui pour but d'aider les jeunes étudiants qui souhaitent entreprendre. On en a parmi nous ce soir, et vous les verrez sans doute pendant les concours de pitch. Et le but de Pépite, c'est justement de mettre en avant ces jeunes étudiants entrepreneurs, de les aider, de les accompagner pour que ça devienne des entrepreneurs et plus des étudiants entrepreneurs. On est soutenu également par Orcom et notamment plus précisément par sa fondation d'entreprise. On remercie évidemment Orcom. La fondation d'entreprise Orcom, elle a pour but de soutenir des projets plutôt liés à la jeunesse. Donc le Mashup, c'est évidemment lié à la jeunesse parce que c'est organisé par des jeunes, on est des jeunes. Et le but du Mashup, c'est d'accueillir à la fois des professionnels, mais aussi, et on a un bel exemple ce soir, plein d'étudiants. Donc on est ravis et donc Orcom, on remercie encore une fois, a décidé de soutenir le Mashup pour ce projet qui est lié à la jeunesse. Le troisième partenaire, c'est le Crédit Agricole Touraine-Poitou, qu'on remercie, qui est représenté là aujourd'hui par Amélie Dulage, qui nous accompagne, nous, dans d'autres projets, mais donc on la remercie toujours, c'est génial, et puis donc voilà, qui nous a aidés sur cet événement, et qui va nous soutenir pendant toute la première année, on espère encore pendant de longues années après, pour toute l'histoire du Mashup.
C'est important d'être soutenu par une banque. C'est important, vous le verrez, pour les étudiants entrepreneurs, pour les entrepreneurs. On le sait, c'est important d'être bien avec sa banque, donc on est ravis d'être soutenu par le Crédit Agricole. On a évidemment d'autres partenaires, d'autres sponsors, partenaires, des gens qui nous aident. On a notamment Wazashirt, qui nous a gentiment préparé ces beaux t-shirts que vous voyez là. N'hésitez pas à aller visiter le site web de Wazashirt. Le concept de Wazashirt, c'est assez simple, c'est des t-shirts comme vous voyez là, avec ce qu'on appelle des pockets que vous pouvez retirer. Vous pouvez faire des pockets à l'effigie de votre entreprise, des pockets à l'effigie, par exemple Vincent, il a une pocket Pikachu, il a une pocket Mickey, voilà. Vous avez toutes ces possibilités-là, ils nous ont fait des super beaux t-shirts, c'est de la super bonne qualité, c'est fabriqué en France, c'est même fabriqué au-dessus parce qu'il est installé au HQ. Donc c'est Thomas Dargues, n'hésitez pas à aller visiter Wazashirt. Évidemment, on remercie le HQ. Je ne sais pas si tout le monde était déjà venu au HQ, je suis sûr que non. C'est le lieu qui nous accueille ce soir. C'est un lieu qui est hyper sympa, qui peut accueillir plein de monde. Donc on est ravis d'organiser cet événement au HQ. Et on remercie Adrien, que vous avez vu, qui est là en train de prendre une photo et qui vient prendre des photos ce soir. N'hésitez pas à aller visiter son Instagram, son Facebook, etc. et à lui demander de vous accompagner sur des événements, si vous avez prévu de vous marier, etc. Il sera là pour prendre des photos pendant vos mariages. Donc merci Adrien qui a créé CAC Photographie. Voilà. Du coup, comment ça va se passer? Les mashups, c'est toujours sous le même format. Donc ça se passe en 3 temps. D'abord, on va échanger sur un thème. Donc là, ce soir, ça va être le e-sport, à travers un axe d'entrepreneuriat, vous l'avez compris. Ensuite, on aura quelques pitchs. Donc là, on a des étudiants et puis d'autres qui ne sont pas des étudiants, qui vont venir devant vous présenter en 2 ou 3 minutes, je ne sais plus trop, leur projet, donc avec une unique slide, leur logo, leur nom. Et ils vont vous présenter leur projet, ce qu'ils ont l'intention de faire, etc. Et vous allez voter à la fin pour ces projets, pour le projet qui vous a le plus plu. À la fin, je vous le réexpliquerai, mais il y a des petits bocaux là-bas et vous glisserez votre carte de visite que vous avez dû recevoir à l'accueil. Donc vous mettrez votre nom, votre prénom, votre adresse et vous mettrez dans le bocal du projet qui vous a le plus plu. Il y a quelques petits prix à gagner. Et puis après, vous êtes venus en grande partie pour ça. Il y a un petit cocktail, donc ça aura lieu derrière. Je le repréciserai, mais vous connaissant, vous suivrez le bruit des bouchons. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en ce moment même, il y a le Mashup Nantes 17 qui a lieu. Donc, eux, ils ont déjà un petit peu de bouteille. Et donc, il y a un hashtag. C'est le MU Nantes 17 et le MU Tour 1. Okay, et là, on a mis parce qu'on est hyper moderne, on a mis un mur où il y a les 2 hashtags qui seront présents. C'est-à-dire que là, par exemple, la dernière photo a été publiée par Mashup Nantes. Mais si vous mettez une photo de vous, de nous, si vous mettez une petite question, si vous avez envie de juste partager votre opinion, ce genre de choses, n'hésitez pas à le mettre. Vous allez sur Twitter, vous mettez votre question, vous mettez votre remarque et ça va apparaître ici. Il faut bien mettre hashtag MUTour1. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ah, pardon. C'est une bonne occasion de montrer que le meilleur écosystème, c'est à Tours. Hein. Et donc, plus vous tweetez, plus on va montrer à Nantes qu'on est actif, que le Mashup Tour, c'est hyper actif et que c'est un super événement. Donc, on n'hésite pas, on sort son téléphone et on tweet. Voilà. Et puis, je crois qu'on est en live Facebook aussi. Donc, ne montrez pas vos fesses, du coup. Et par contre, vous pouvez tout à fait aller partager le live Facebook. Ça, c'est free. Et ça va nous faire vachement de visibilité. Donc, ça, c'est cool. Je vais laisser maintenant la parole à Vincent, qui va parler avec nos invités pendant une petite heure. Et puis voilà, bonne soirée. Alors oui, bonsoir à tous. Déjà, je vais faire une petite mise au point. Ce que vous entendez, c'est ma voix. Hein. Je veux dire que, voilà, juste en termes de virilité, on m'a donné que les poils. Hein. La voix s'est vraiment passée à la trappe. Donc, ne soyez pas surpris quand c'est moi qui parle. Donc, on a 3 entreprises, 4 personnes ce soir qui vont se présenter chacun. Premièrement, Romain Ragusa, qui est CEO à la source, qui vient de Lyon. Donc, il a fait un petit bout de chemin pour nous ce soir. Je te laisse te présenter en quelques mots qui tu es, ta boîte, vraiment 2 minutes.
Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Même si la SNCF n'a pas forcément fait son travail, elle, mais bon, c'est pas grave, c'est comme d'hab. Hein. Donc, Romain Ragusa, donc j'ai 29 ans, mais non, j'en ai 30 maintenant, depuis peu. Ça y est, je passe la barre, quoi. Voilà. J'ai monté ma boîte donc, dans l'e-sport. Ma société, c'est un centre d'entraînement et de mise en pratique donc, de l'activité e-sportive, comme on dit. Sur Lyon. C'est un centre donc, de 700 mètres carrés sur 5 étages, entièrement équipé pour la jeunesse, qui va permettre de leur donner les moyens techniques pour évoluer directement, on va dire, vers le professionnalisme. Alors, on n'est pas une école, on n'est pas non plus un centre d'entraînement dédié. On est vraiment une boîte à outils qui offre les outils. On travaille avec des écoles, on travaille avec justement des clubs ou toute autre structure qui, eux, sont là pour professionnaliser. Nous, on est vraiment la première marche, en fait. Si demain, vous avez des enfants ou autres qui se disent « mais moi, je veux faire du sport » et que vous, ça vous dépasse, ben, c'est nous qu'on va vous éduquer, vous leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, comment, pour lancer, entre guillemets, la machine. Donc nous, c'est notre rôle. Ça fait depuis 2016 maintenant que la boîte est créée. Ça fait 4 ans qu'on se bat avec les instituts, puisqu'il y a 4 ans, l'e-sport, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et le centre ouvrira ses portes donc cette année avec une petite innovation, c'est qu'on va apprendre le jeu par le jeu. On a créé une application qui va en fait digitaliser l'expérience. Donc en fait la manette ce ne sera plus ce qu'on prend dans les mains, c'est vraiment nous en tant qu'humains, puisque chaque chose que nous allons réaliser dans le centre ou ailleurs, dans les lieux partenaires, en fait le personnage que nous allons créer dans l'application va évoluer avec nous, il va nous créer des CV, un genre de système de success story pour pouvoir le présenter à des équipes en disant ben voilà, lui ça fait tant d'années qu'il vient dans le centre, ça fait tant de succès qu'il a gagné tel tournoi, il a fait ci, il a fait là, il a fait l'autre, pour que justement on donne un premier outil d'analyse et de présentation, parce qu'aujourd'hui les joueurs sont jeunes, nous on le voit, on est démarchés comme dans une cour de récréation, ça manque un peu de professionnalisme, donc on va leur donner cet outil aussi de dire bah, si demain tu veux approcher une équipe, déjà présente ce CV là qui sera fait de manière automatique avec tout ce que tu as réussi, tout ce que tu as gagné, pour que tu sois un peu plus crédible qu'un MP sur Twitter avec un coucou, j'ai besoin de sous, je veux être le futur champion. Ok, super, merci. Donc on aura l'occasion de reparler de ton expérience aussi, Lionel, de tout ce que tu as monté. Ensuite, donc, on a une autre personne derrière, je ne sais pas laquelle c'est. C'est Thomas, qui était venu avec son comparse aussi ce soir, qui est un média qui s'appelle le Break Flip. Ok. Donc moi je m'appelle Thomas Renaud, donc j'ai 20 ans, a priori on donne son âge. Donc j'ai lancé Breakflip avec Quentin il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc Breakflip c'est un site d'actualité qui traite du jeu vidéo et de l'e-sport, donc les compétitions de jeux vidéo. Donc on a lancé ça il y a 1 an et demi avec une vingtaine, trentaine de collaborateurs qui sont on va dire des pigistes qui sont soit à l'école, soit au travail, soit qui sont encore au lycée. Et l'idée du coup de Breakflip c'est d'apprendre aux jeunes le métier de rédacteur, de community manager, de vidéomaker, grâce à notre expérience qu'on a pu avoir les 4-5 dernières années, vu que ça fait quand même pas mal d'années qu'on bosse dans le milieu. Et en plus de l'activité du coup qu'on a avec le site web, on bosse avec des éditeurs de jeux vidéo, comme Riot Games, Epic Games, pour les aider à créer du contenu ou gérer leur compte, leurs réseaux sociaux sur internet. Donc voilà, on crée du contenu aussi pour des marques qui sont endémiques ou non dans le secteur du jeu vidéo. Voilà, en très bref, c'est ça. Epic Games, hein, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est ceux qui ont Fortnite notamment. Exactement. Le plus connu des jeux. Et puis donc pour finir, on a Rémi qui lui nous vient de Poitiers. Tout le monde connaît Poitiers, ça vous va? Ouais, ok. Donc, pour la petite histoire, je ne viens pas de Poitiers même, je suis parisien à la base et je vais vous dire pourquoi maintenant on me présente comme Poitevin, mais ça me va, je défends ma vie, mes couleurs. Donc je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans. À la base, je ne suis pas joueur, je bossais chez showroomprivé.com, je ne sais pas si beaucoup connaissent ici. Je faisais du commerce, j'ai Hugo, mon pote d'enfance avec qui je joue aux jeux vidéo, qui m'appelle et qui me dit on va chauffer les mains des joueurs de jeux vidéo. Donc là, déclic, ni une ni deux, je vais chez lui. Il devait être en train de se suicider ou un truc bizarre, en tout cas il se passait un truc pas net. Et non, il travaillait vraiment sur un projet sérieux et il m'a présenté les compétitions de jeux vidéo, d'e-sport. Je crois qu'on revient sur la définition après, mais grosso modo c'est ça que je découvre. Et en fait de ce petit projet,
6 mois après, on lancé notre boîte. On a commencé en vendant ce petit produit qui chauffe les mains des joueurs de jeux vidéo, qui s'appelle Caliento. Quand les joueurs ont les mains froides, ils perdent en dextérité. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une bonne dextérité dans leurs doigts. Ça peut sembler n'importe quoi, on le vend quand même dans 25 pays, donc c'est pas mal. Et de cette idée-là, on est parti sur une ambition qui est plus grande. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on dirait d'un club de foot qui ne propose pas des bons équipements à ses joueurs? Aujourd'hui, en tout cas demain, on pense que l'e-sport ce sera pareil. Donc nous, on veut répondre à l'ensemble des problèmes physiques des joueurs par la technologie. Donc on commence avec le chauffe-main, on va travailler l'intégralité des problématiques de posturologie, d'immobilité, les problématiques oculaires. Si vous n'arrivez pas à vous projeter, a priori ici tout le monde utilise un ordinateur et forcément à un moment ou à un autre dans votre vie vous avez eu un peu mal au dos parce que vous avez passé toute la journée à vacher devant l'écran, vous vous relevez, vous essayez de faire des mouvements et vous essayez de débloquer tout ça. Imaginez ce que c'est pour des joueurs qui passent des heures et surtout qui sont payés pour être devant. Enfin, qui sont bien payés pour être devant. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait à Poitiers, on développe des nouvelles technologies et je sais que l'écosystème de Tours est super dynamique autour de l'e-sport, mais à Poitiers aussi il se passe plein de trucs. Et on va... Il y a le Futuroscope. Il y a le Futuroscope, ok. Sans commentaire, je connais pas encore ça. C'est tout ce qu'on va retrouver dans la boîte, je te remercie. Et en gros, là, on est en train de développer la première base de données qui va mesurer l'impact du jeu vidéo sur le corps humain. Voilà ce qu'on fait. Ok, super, non, c'est super. Donc, du coup, première question, on entre en matière, qui va peut-être. C'est vraiment pour faire une mise au point, parce qu'on a qui sont plus ou moins, on va dire, qui ont plus ou moins de facilité avec l'e-sport, le gaming, etc. Mais il y a une différence entre le gaming et l'e-sport. L'e-sport, c'est ça? Je ne fasse pas de bêtises. Entre le gaming et l'e-sport. Donc, quelle différence vous pouvez déjà donner ça pour que tout le monde puisse avoir conscience de ça, pour qu'on puisse vraiment, vous puissiez comprendre la suite de la conférence? Bonjour, moi déjà c'est Quentin, j'ai l'occasion de me présenter. Du coup, la grosse différence entre le gaming et l'e-sport, c'est qu'en fait, le gaming c'est la manière générale, c'est-à-dire n'importe qui sur un téléphone qui veut jouer à un jeu vidéo, ou quelqu'un qui veut jouer même 5 heures par jour chez lui, bref, n'importe quel joueur, ça va vraiment de toutes les catégories de joueurs. Et ce qu'on appelle l'e-sport, en fait, ça va être la pratique compétitive. C'est-à-dire que ça va être des joueurs qui vont être généralement rémunérés, ou en tout cas en partie, et les meilleurs sont rémunérés à très très bon montant, et qui vont se battre donc pour gagner des gains, donc de l'argent. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème e-sport, c'est vraiment l'élite de l'élite. En fait, le comparatif, il est souvent fait, il est simple, c'est avec le sport traditionnel. Vous pouvez faire du foot dans votre club amateur, vous pouvez faire du foot, on va faire un five entre potes, etc. C'est marrant, c'est du sport. Mais les professionnels de ça, ça va être plutôt les joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, et puis un petit peu tout l'écosystème qui est autour. Après, la définition est plus ou moins large. Certains vont privilégier vraiment que ceux qui gagnent de l'argent. Et après, il y a tout ce qu'on appelle l'e-sport qui est un petit peu auxiliaire. C'est avec les joueurs tout simplement amateurs, etc., qui vont aussi s'inscrire dans cet écosystème. Et là où c'est difficile, c'est de trouver la barrière. Là, c'est là où personne ne sera d'accord, même autour de cette table, et encore moins dans le milieu de manière générale, de dire à quel moment on parle d'e-sport ou pas. Mais en tout cas, voilà, la notion d'e-sport, quand on parle de ça, généralement, c'est pour parler des compétitions de jeux vidéo. Est-ce que ça résume? Est-ce qu'on est d'accord après avec toi, Romain? Plus ou moins, j'allais juste effectivement cibler un peu plus pour que ce soit un peu plus compréhensible. C'est vrai que nous, on fait partie donc, de l'association avec la société France e-sport, qui, elle, travaille beaucoup avec l'État aujourd'hui pour essayer de structurer en tout cas tout ça et de fédérer un maximum d'acteurs pour qu'on soit tous autour de la table et qu'on ait le même discours, ce qui est très compliqué. Mais c'est vrai que les limites, en tout cas, de l'e-sport aujourd'hui, c'est, comme il l'a dit, on peut très bien être dans l'e-sport de loisir, donc c'est-à-dire sans enjeu, on est un pur amateur et on va faire de l'e-sport comme on ferait du foot dans un jardin avec un ami. Il y a l'e-sport où, pour le coup, on va aller chercher de l'enjeu, donc on va être de l'amateur, on va dire un peu plus, où on va aller chercher l'enjeu, et après il y a le professionnel où, comme il a dit, là il y a un contrat, là il y a quelque chose où il y a de l'argent derrière, où on a des équipes, des clubs. Nous c'est comme ça qu'on le résume en tout cas aux gens pour qu'ils le voient le mieux possible. T'as parlé que d'e-sport. Tu parles de d'e-sport quand tu fais un foot dans le jardin, alors qu'on est peut-être plus sur le gaming. C'est pour ça qu'on l'appelle l'e-sport de loisir. L'e-sport de loisir. On essaie de trouver justement. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais. On est quand même sur un débat entre pain au chocolat et chocolatine en fait. C'est un peu le.
moi je suis tout à fait d'accord avec ce résumé. Enfin, pour moi l'écosystème e-sport est beaucoup plus vaste que ça. Tu peux acheter les mêmes crampons que Messi parce que tu joues au foot le dimanche matin, pour autant tu n'auras jamais le niveau de Messi. En tout cas moi c'est ce qui m'arrive. Pour l'e-sport c'est pareil. À partir du moment où vous faites du jeu vidéo compétitif, ou vous jouez à des jeux où il y a par exemple un classement, où vous allez vous battre pour être plus performant par rapport à votre pote contre qui vous jouez ou autre, vous mettez déjà un premier pied dans la dimension e-sportive du jeu vidéo, parce que vous avez les prémices de ce qu'est une compétition. Alors en effet, vous n'êtes pas des e-sportifs professionnels, il n'y en a pas beaucoup, vous rentrez au sens plus large dans la définition des enthousiastes, mais plus vous avez développé justement cette appétence pour un e-sport, pour un jeu vidéo de compétition, et plus vous êtes enclin aussi à suivre ce qui s'y passe sur la scène professionnelle, et donc à cultiver la croissance du milieu. Voilà. C'est plus large, mais comme vous voyez, je suis d'accord avec mes collègues de Breakflip, il n'y a pas de définition exacte. Retenez pratique compétitive et après vous mettez autant de personnes que vous voulez dedans, ou alors pas beaucoup. Mais à part ça, on travaille tous dans le même milieu. Est-ce que ça vous a l'air un petit peu plus clair pour vous? Ok, et pas tous à la fois hein, pour me répondre. Est-ce qu'il y en a qui sont gamers ici ce soir dans la salle, à main levée? N'ayez pas honte, hein, parce que je le suis moi aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des filles gameuses, pardon? Parce que j'aimerais quand même qu'on ait une. Voilà, super, merci. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des compétitions de e-sport? Dans le fond, ça se lève un petit peu. J'ai une main timide qui se lève là. Super, cool. Bon, c'est bien. Les autres, vous êtes là vraiment par curiosité. On va parler d'e-sport, mais on va quand même. Le but de cette conférence, c'est de parler aussi un peu d'entrepreneurs. Parce que chacun a un parcours entrepreneur différent. Il y en a qui ont 30 ans, il y en a qui ont 20 ans, qui ont commencé il y a 1 an, qui ont commencé il y a 4 ans, 6 ans, etc. Enfin, chacun a vraiment son histoire, ses anecdotes. Qu'est-ce qui vous a en fait poussé chacun à devenir entrepreneur, et encore plus spécialement dans cette niche, sur ce marché de l'e-sport? Moi, du coup, ça faisait 4 ans que j'étais dans le. Bon, 3 ans que j'étais au milieu de l'e-sport, au niveau bénévolat. Je faisais beaucoup de bénévolat pour des sites web. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'étais avec une équipe du coup, de 10-20 personnes, et on s'est dit, la boîte pour laquelle on travaillait était en train de tomber. Et du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas notre propre site web, en sachant que l'expertise, on l'avait. Ce qui nous manquait juste, c'était l'aspect, on va dire, entrepreneurial. Du coup, on a appris ça totalement sur le tas. C'est quelque chose qui n'est pas inné chez tout le monde, mais une fois qu'on est dedans, en fait, on dit que c'est notre projet. Pardon papa, pardon maman du coup. Mais du coup voilà, c'est tout. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que niveau scolaire ça a été très médium. J'étais l'élève au fond de la classe qui on me dit il fallait 10 de moyenne pour passer à la classe suivante. Donc moi c'était comme dans le jeu, je faisais le score qu'il fallait pour aller au niveau suivant et puis c'était tout. J'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal bougé et en fait je suis arrivé à Lyon il y a donc 5 ans de ça maintenant. Et en étant un joueur depuis très longtemps, j'ai jamais vraiment lâché la manette. Et en fait, c'est le milieu donc, du jeu de combat auquel moi j'étais adepte. Et j'ai fait pas mal de trucs là-dessus. Et c'est en arrivant à Lyon que j'ai vu l'écosystème. Lyon, c'est là où il y avait Atari, c'est là où il y avait pas mal de choses aussi. Donc l'écosystème est très développé là-bas. Il y a beaucoup d'acteurs. Et en fait, je me suis dit, ça fait X années que tu joues. Tu sais où ça va, tu sais que ça va arriver puisqu'on voyait ce qui se passait en Asie, ce qui se passait aux États-Unis et je me suis dit il faut que quelqu'un un jour tape à la porte et casse des murs pour pouvoir faire avancer les choses. Donc il y a 4 ans de ça, on s'est dit on va faire partie de ceux qui vont prendre des baffes parce qu'on a clairement pris des baffes pendant le parcours et on a dit nous on est là pour faire avancer les choses donc on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec mon associé. Que j'ai rencontré à Lyon du coup et qui est une femme donc c'est bien, on cassait tous les clichés. On avait la femme qui était là et qui faisait du dev parce que c'est elle qui gère toute la partie technique et moi qui est là qui parle aux gens, donc on aime bien dire qu'elle parle aux machines et moi je parle aux gens et puis on a fait pas mal de choses à deux, on a poussé les limites comme on a pu à Lyon et aujourd'hui on est assez content de voir ce qu'on a réussi à mettre en place là-bas et qu'on a pu participer aussi dans le reste du pays en continuant, en faisant travailler tout ça. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat sur l'e-sport a été un parcours très compliqué.
Donc moi c'est beaucoup moins romanesque que tout ça. J'avais pas forcément j'avais le problème de mince, j'ai pas d'idée. Je voulais absolument cocher la case entrepreneur avant la trentaine. Ça se rapprochait assez vite, beaucoup plus vite qu'on croit, pour ceux qui n'ont pas encore. Et j'avais pas d'idée. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai un ami qui m'appelle. Et là, ça a fité tout de suite avec le milieu avec lequel j'avais plus de contact depuis très longtemps. Parce que mon ami joue avec le jeu vidéo. Pour quelques puristes dans la salle, CS 1.5. Première sortie de WoW, ça remonte. C'est bien, il y a des puristes. Et voilà. Et donc il m'appelle, il m'a proposé ça, et ni une ni deux, j'ai fait le fameux truc, juste me lancer sans vraiment me poser de questions. Parce que par contre j'avais cette volonté forte de créer mon projet et d'essayer de vivre de mon business et de ce que je faisais au quotidien. Et, bon, je pense que c'est un peu la question bateau, mais ça vous a... Enfin, je ne veux pas faire de cliché d'âge, mais quand on se lance à 19 ans, peut-être qu'on a un peu plus peur de se lancer quand on a... là, tu as 28 ans aujourd'hui, tu t'es lancé à 26 ? Je peux dire de bêtises. Ouais, je me suis lancé à 26 ans. Non, la peur, elle est toujours la même. Je pense qu'à partir du moment où c'est la première boîte, la première expérience, c'est forcément, tu as un truc d'appréhension. Ou alors pas du tout, parce que justement, tu te poses pas de questions, tu as cette petite folie de la jeunesse. Ici, personne n'a d'enfant ou autre responsabilité vraiment importante. Là, je pense que dans ces cas-là, il y a tout qui change. Et je connais des gens qui, pour le coup, se sont lancés alors qu'ils ont des responsabilités parentales, et ça, moi, ça m'impressionne toujours. Je comprends pas comment ils font. Heureusement, j'en ai passé des étudiants, donc a priori, c'est pas forcément ça dans la salle. Mais non, c'est quel que soit l'âge, je pense que l'appréhension est là. Le seul truc qu'il faut, à un moment ou à un autre, c'est passer à l'action et puis faire un peu au quotidien. Je pense qu'ici, tout le monde, quand on s'est lancé, a fait au jour le jour. Et puis hop, il y a un truc qui marche, et un autre truc qui marche, un autre truc qui marche. Et puis au final, ça tourne. Voilà. Des choses à rajouter peut-être, non sur ok. Non, moi, ce que je peux dire de mon parcours, c'est que la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur, c'est que le bon entrepreneur... Non, mais vraiment, le bon entrepreneur, c'est celui qui va tester son idée, c'est tout. C'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui disent « Ouais, moi j'entreprends, j'ai plein d'idées », mais les mecs, ils bougent pas. Et en fait, on se rend compte que ceux qui arrivent toujours à quelque chose, ils vont peut-être faire 20 ou 30 échecs, mais ils auront au moins tout essayé. On parlait de... Tu as abordé la question de ta cofondatrice, peut-être, c'est ça, qui est une femme. Déjà, félicitations les filles, si vous vous lancez dans ce milieu-là, parce que c'est, je pense, peut-être aussi un milieu qui est assez réservé, comme aussi le milieu des développeurs. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Enfin, je ne veux pas retomber, je pense que vous êtes tous au courant du scandale qu'il y a sur l'école 42 en ce moment. Donc, si vous n'êtes pas au courant, allez regarder sur les réseaux, le harcèlement de jeunes étudiantes. Ouais, je ne veux pas me lancer dans un débat, on y reviendra plus tard. Sinon, c'est au niveau de l'équipe, en fait, vous fonctionnez tous les deux en binôme. Tu parlais tu avais une vingtaine de pigistes, en fait. On est 3 fondateurs, du coup, mais l'autre qui habite pas à Tours, qui habite à Moulins, donc un peu plus dans le sud. Et sinon, dans nos pigistes, c'est clair que la gente féminine est un petit peu sous-représentée. Nous, on doit avoir 4 ou 5 femmes qui sont en pige chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de garçons avec nous. Mais finalement, c'est assez bien parce que du coup, elles sont en minorité, mais on les écoute davantage parce que quand il y a 15 mecs qui parlent et quand on a une fille qui prend la parole, c'est ok, si elle prend la parole, on l'écoute et c'est assez cool. Mais c'est sûr qu'on en manque et quand on est candidature de femmes, on se dit ah, enfin quelqu'un, du coup on se dit qu'il y en a. Parce que c'est vrai, quand on regarde même les joueuses et tout, on se dit il n'y a que des mecs en fait, non, il y en a, mais c'est juste que parfois elles n'osent pas. Et du coup, quand on est candidature, c'est cool. Moi, juste à ajouter sur la place pour le coup des femmes, etc. Je suis un homme, hein, quand même. Donc, je peux pas parler pour tout le monde, mais des retours que j'ai de pas mal de demoiselles, en tout cas dans notre milieu, c'est que c'est pas le pire du tout. Parce que moi, ça me fait rire quand on parle de jeux vidéo, de sexisme, etc. On dit que on a l'image encore un petit peu du geek mâle avec les cheveux gras, etc. à l'ancienne, et donc qui exclut les femmes, voire qui ne les côtoie pas trop. Mais au final, on est dans un milieu qui est assez ouvert au niveau des mentalités. On est, que ce soit même entre hommes, etc. Bref.
entre genre il y a pas mal de bars qui s'ouvrent, les gamers adorent se retrouver, etc. Il y a même en LAN, donc les LAN, si vous ne savez pas ce que c'est des événements en fait qui sont partout en France, il y en a aussi dans le monde, etc. Où pendant un week-end, vous allez amener votre PC, vous allez pouvoir jouer et participer à une compétition. Il y en a notamment à Tours, la DreamHack, où il y a à peu près 2000 participants par an. Et à ce genre d'événement, tout le monde se retrouve et il n'y a pas de barrière. Et je veux en revenir à cette idée-là, c'est que les femmes, généralement, sont quand même bien accueillies dans ce genre de milieu, et donc il n'y a absolument pas de problème pour, à part le blocage à l'entrée de se dire tiens, est-ce que je vais vraiment faire, qu'est-ce que je vais faire dans ce milieu, sinon je trouve qu'elles sont plutôt bien accueillies par rapport à ce qu'on pourrait croire en fait. C'est-à-dire vous êtes welcome, n'hésitez pas à ça pourrait suivre ce slide. Tu voulais rajouter Sur la question d'origine ou sur les femmes dans l'e-sport? sur ton équipe par rapport à ton Ah, mon équipe, c'est pas une femme, il s'appelle Hugo. Je crois pas que c'est une femme. Voilà, le Hugo, rien, c'est mon pote d'enfance. Avant tout, ce qu'il faut, enfin, si on doit juste donner des conseils, ça pour se lancer, ouais, se lancer, et c'est très cliché, mais pour moi, ça a été véridique. L'équipe, il y a que ça qui compte. Il est ingénieur de formation, tout ce qu'il fait, je comprends rien, tout simplement. Maintenant un peu mieux, mais au début je comprenais rien. Moi j'ai fait une école de commerce, le marketing et le commercial c'est tout sauf ce qu'il aime, donc il n'y touche absolument pas. Et donc résultat, à deux on peut abattre beaucoup plus de boulot que si on avait des compétences similaires et qu'on se marchait dessus. Voilà, donc, vous êtes que deux là du coup ouais, on est que deux, et alors non, mais par choix aussi, justement parce qu'on arrive à abattre suffisamment de boulot. Et donc le cliché de se dire ouais, je vais pas entreprendre avec un ami, c'est compliqué, etc. Bon, si ça se passe mal dans tous les cas, que ce soit un ami ou pas un ami, à la fin avec la personne, ça ira pas quoi. L'avantage d'entreprendre avec un ami, c'est qu'au moins pour être productif et surtout se faire une confiance aveugle, et ça c'est super important, c'est l'idéal. En tout cas moi c'est ce que je vis actuellement. Donc je suis assez content et fier d'avoir entrepris avec lui, et je pense pas qu'on aurait pu en arriver là si on n'avait pas eu cette équipe au départ. Ok, et du coup, vis-à-vis de votre expérience entrepreneuriale chacun, comment est-ce que vous arrivez à communiquer au niveau de votre cible, parce que bon, toi tu vends des petites chaufferettes pour non plus de 20... des petites chaufferettes, c'est pas du tout péjoratif. Non mais ça va dans une main quoi, donc tu vois, tu vends avec les deux mains. Dans 25 pays, vous êtes sur un média, et puis toi tu as un bâtiment en fait dédié, donc quelle est votre cible? Est-ce que c'est vraiment le gamer qui veut se professionnaliser sur l'e-sport, ou est-ce que voilà, vous êtes sur des champs d'action vraiment différents? Donc comment est-ce que vous arrivez à appréhender ça, au niveau notamment aussi au niveau de votre communauté? Alors il y a 14 000 personnes qui suivent les petites chaufferettes, sache-le sur Twitter, ça fait une belle communauté. Comment on a fait au début, quand je vous ai dit qu'on s'était lancé comme ça parce que j'avais découvert le milieu et que j'étais partant pour lancer l'aventure, en fait la vraie décision elle s'est faite grâce à un tour en jeu en plus qui s'appelle Samy Warfeli, qui est l'ancien directeur de l'ESL, c'est un gros promoteur. On lui montre le produit et là il me dit bon moi j'en veux à la Paris Games Week. La Paris Games Week c'était 4-5 mois après, et donc juste sur cette poignée de main on s'est lancé, et en fait ça a été le premier volet de communication parce qu'à la Paris Games Week on a inondé les stands de l'ESL qui est une belle référence, ce qui fait qu'on avait à la fois des jolies photos pour notre site qui étaient des vraies mises en situation professionnelle qui donnaient une vraie caution, et en plus on avait plein de joueurs qui les testaient. Et alors l'avantage de la Paris Games Week, et merci aux organisateurs, on se caille chaque année à la Paris Games Week, tout le monde a froid à la Paris Games Week. Donc résultat, nos petits Caliento ont pris un nom direct, on a eu beaucoup de followers tout de suite, et ça mettait forcément le pied à l'étrier. Il y avait des équipes danoises, des équipes anglaises, des équipes espagnoles, voilà. Et donc pour se lancer c'était parfait parce qu'on n'avait pas d'argent, par contre on avait plein de produits. Donc on en envoyait, et alors là, l'influence marketing est géniale, et vous fonctionnez comme ça, donc vous envoyez du produit test, on fait des vidéos, enfin les influenceurs font des unboxings vidéo, des tweets, des posts Facebook ou autres choses comme ça que chacun suit aujourd'hui, et ça marche, et c'est aujourd'hui notre biais de communication le plus important, c'est l'influence marketing, et dans un second temps je dirais que c'est tout ce qui est retargeting, publicité payante. On passe à fond par les réseaux sociaux. Dans l'ensemble, moi le modèle qui m'inspire le plus, c'est le modèle du sport traditionnel. Je regarde un équipementier comme Nike ou Adidas, la manière dont ils communiquent au quotidien, que ce soit par leur réseau, par des influenceurs ou même directement au magasin, et c'est une vraie source d'inspiration
pour moi la communication que je veux faire, sachant que je me positionne comme un équipementier sportif. Pour notre part, nous, on nous a beaucoup comparé à des salles de sport traditionnelles où on va payer l'abonnement. Sauf que, comme moi je le dis, c'est que la différence entre une salle de sport et nous, c'est que la salle de sport, elle paye pour pas qu'on y aille. Et nous, en fait, si on paye, on sait très bien que les gamers seront là. La communication qu'on a eue, en fait, elle a été très communautaire pour notre part. On n'a pas balancé des informations. On joue avec notre communauté. Ils adorent ça en plus. Et on est parti de la présentation en fait d'une idée en leur disant ben voilà, on veut faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, et là on a eu plein de retours en disant ah, ça serait bien qu'il y ait ci, ah, ça serait bien qu'il y ait là. Et en fait, le projet à la base, il n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Et on peut dire que la communauté a monté le projet. Et en fait, on a gardé cette image très proche de notre communauté en faisant un crowdfunding, en faisant des actions avec eux directement. Par exemple, là, l'inauguration arrivant bientôt, on n'a pas communiqué sur le lieu. Les gens ne savent toujours pas où c'est, alors que pourtant ça ouvre dans quelques mois. Et ils ne savent pas non plus quand ça va ouvrir, alors que ça va ouvrir dans quelques mois. Et, ouais, non plus, mais ça ne faut pas le dire. Et, mais en soi, les gens cherchent aujourd'hui l'adresse de la source parce que ils veulent savoir où c'est, tout simplement. Et on a lancé un jeu communautaire en disant ok, bah, si vous voulez savoir où c'est, trouvez où c'est. On a pris des photos, on a fait des vidéos, laissant des indices à droite à gauche. Depuis 2 ans, les gens cherchent. Ça fait 2 ans, donc il y a 5 ou 6 personnes qui ont trouvé où c'était en 2 ans. Et ces gens-là vont être récompensés, ils le savent, parce qu'on a lancé un truc, c'est que l'inauguration se fait sur plusieurs jours, dont une avec justement tous les gros influenceurs et tous les gros joueurs professionnels qu'on a invités. Bah, ces 6 personnes-là, aujourd'hui, ils savent qu'ils ont une place pour ce jour-là, ils vont rencontrer toutes les stars du jeu vidéo qu'on aura invitées pendant l'inauguration, et seules ces 6 personnes-là seront là. Donc aujourd'hui, on a des gens qui cherchent dans toute la France où est la source, et on joue avec eux, on les fait patienter aussi, parce que c'est un projet qui a pris énormément de temps. Et nous, en fait, on a monté notre communication là-dessus, et ça marche super bien. Du coup, vu que nous on est un média, donc un site internet, c'est un peu plus simple du coup, de communiquer, parce que du coup les gens nous trouvent déjà de base sur Google. Dès qu'ils veulent une information sur un jeu vidéo, sur avoir un guide, avoir une information quelconque ou sur même l'e-sport, ils peuvent nous trouver sur Google. Donc c'est déjà quelque chose qui nous aide énormément. Et en plus de ça, du coup, on a des réseaux sociaux comme n'importe quelle personne qui est ici pour du coup communiquer sur les informations, notre actualité aussi, parce que des fois on va en événement couvrir du coup des LAN comme disait Quentin. Et c'est la manière la plus simple du coup, pour nous de communiquer. Ouais, puis une fois en fait, que les gens ont découvert notre site avec Google, si on fait du bon contenu, bah, en fait, ils vont tout simplement le recommander à leurs amis en disant bah, tiens, j'ai trouvé la solution pour ce truc-là sur WoW, sur ce site, c'est vachement bien fait. Et c'est pour ça que nous, après, on a des retours sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Et c'est comme ça qu'on bâtit un peu une communauté de fidèles. Et donc, enfin, vous faites des articles, mais il y a aussi des. Je sais pas, il y a une catégorie un peu avec des petites astuces sur différents types de jeux. Complètement. En gros, dès que tu as un jeu qui va sortir, donc un jeu, on va prendre un exemple Red Dead Redemption par exemple, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 peut-être rédacteurs qui vont poncer le jeu, ou pas d'ailleurs, parce que des fois certains ont juste besoin de regarder des vidéos YouTube et ils te sortent des guides qui sont juste incroyables. Et du coup, eux ils vont sortir 10, 20, 30 guides, ça dépend du jeu, ça dépend du temps qu'ils ont, etc. Mais en gros, à chaque fois que tu as un jeu qui va sortir, un jeu important en tout cas, nous on va avoir du contenu, comme tu dis, des guides ou des astuces pour le réussir. On a quand même ici trois stratégies différentes d'acquisition. Toi tu crées le besoin, enfin tu crées la solution avec les besoins de ta communauté. Toi tu apportes en fait une solution directe parce que tu sais que Paris Games Week tout le monde se l'écaille, donc tu arrives avec tes grosses chaufferettes pour pouvoir réchauffer tous les joueurs de différents pays. Et puis vous êtes vraiment sur l'acquisition directe en fait via le canal internet. Ouais, si je peux me permettre, il y a quand même un truc qui se rejoint entre nos 3 stratégies, c'est qu'on utilise tous évidemment les réseaux sociaux. C'est un gros levier, on utilise tous aussi le référencement, c'est super important. Et donc pour tous ceux qui voudraient potentiellement entreprendre, il y a une chose qui est très facile aujourd'hui. Vous êtes tous consommateurs des réseaux sociaux, vous avez pour la plupart 20 € dans la poche. Faire un test avec des publicités Facebook pour tester l'appétence d'une communauté cible pour un service ou un produit,
c'est aujourd'hui accessible. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que cette aventure m'a montré. Si vous voulez tester quelque chose, aujourd'hui c'est possible. Vous pouvez même faire une landing page avec Wix ou n'importe quoi pour présenter un concept ou autre. Vous mettez 20 € à destination, n'importe quoi, d'une cible précise qui est à Marseille et vous vous lancez dans la location de canoës de mer. Je suis jamais allé à Marseille, je crois. Ne me demandez pas plus de précision. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tester aujourd'hui hyper facilement et même sans avoir besoin de quitter votre job sur une poignée de main comme je l'ai fait. Alors voilà, tu me parlais du risque. Avec du recul, je me suis dit que j'ai pris beaucoup de risques, alors j'aurais pu tester autrement. Fort heureusement, ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Mais voilà, tout ça c'est possible. En fait, on peut se tester en tant qu'entrepreneur avant même de vivre de son activité. Et notamment via les outils de communication, c'est ça le lien, qui sont à disposition aujourd'hui. Justement, la communication, c'est super important. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des soutiens. Quand on se lance dans un projet, d'autant plus sur ce marché-là, qui est très spécifique, qui est fermé, mais qui tend à s'ouvrir de plus en plus, on sait qu'il y a des écosystèmes qui sont là pour nous soutenir. On sait que donc, à Tours, voilà, on a quand même un écosystème qui est plutôt flatteur. C'est super cool. Est-ce qu'on peut revenir sur le... Non, il n'y a personne en régie. La régie, c'est juste un iMac, en fait, c'est juste le mec surestime le truc. On a quand même, donc, pour revenir, on parlait de la DMAC tout à l'heure, on a une équipe l'équipe de joueurs Solari qui est sur Tours, à la Tour Nord aussi. Pour ne citer que, puis... il y a beaucoup de monde à toute façon dans les sports. Oui, voilà, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a une boîte aussi, Yaman, qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Connectisport. Enfin, il y a plein de choses qui sont là. Non, parce qu'il y a le rédacteur en chef qui est juste là, c'est pour ça. Il est le rédacteur en chef. Ah, il est là. Timidement, mais il est là. Et du coup, on a quand même du soutien pour vous pour Tours, mais est-ce que pour Lyon et Poitiers, c'est des choses qui sont... Alors nous, la première raison pour laquelle on a déménagé l'intégralité de la boîte à Poitiers, c'est parce que justement il y avait une vraie velléité, des forces en présence pour développer l'e-sport au niveau local. C'est une région qui a accueilli la semaine dernière la 20e édition de la Gamer Assembly. Désolé, mais c'est la plus grosse LAN de France. Voilà, on en reparlera. Apparemment, il y a une battle Tour-Poitiers, donc... J'étais pas au courant avant. Mais ouais, en effet, c'est deux territoires en tout cas qui sont très dynamiques autour du sport. Donc pour ça, pour nous, c'était super important d'aller chercher ce soutien-là. Aujourd'hui, on a des contacts avec les pouvoirs publics, on a des contacts avec des laboratoires universitaires, on a des contacts avec des sociétés qui peuvent nous permettre d'avoir des locaux. Tout ça, c'est essentiel quand on lance un projet. À prendre juste avec des pincettes, c'est important quand les gens mettent aussi de la volonté de leur côté. C'est-à-dire que nous, on est à la Poitiers parce qu'il y a une volonté de développer l'e-sport et que notre projet faisait écho chez eux. Avant, à Paris, on a passé du temps à chercher des soutiens, sauf que ça sert à rien de chercher des soutiens. Enfin, les soutiens, soit ils se font naturellement, vous n'allez pas vous inventer des potes, quoi. C'est ça que je veux dire. Et parfois, on perd beaucoup de temps à aller chercher des aides plutôt que développer son business. Enfin, ça, c'est une erreur qu'on avait faite la première année. Il y a un moment, quand on a un produit à vendre, le seul truc qui compte en entrepreneuriat, selon moi, c'est à la fin du mois, est-ce que vous avez fait votre chiffre ou pas. Donc vendez, c'est très à l'américaine comme façon de voir les choses, mais c'est pas pour rien que les Américains sont souvent successful dans les boîtes qui montent. Vendre, et puis tous les soutiens que vous pouvez avoir sur le chemin, vous leur parlez, vous voyez si vous avez des choses à faire avec eux. Et voilà. Pardon, excusez-moi, attention. Alors à Lyon, comme je l'ai dit, il y a un très gros écosystème et très divers. On a la Lyon eSport qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année, pareil, qui est une des grandes langues françaises. On a un événement, celui que je porte sur moi, donc, qui s'appelle The Mix Up, qui est dans le monde du versus fighting, donc qui est principalement donc, sur les jeux de combat, qui a été élu cette année l'un des plus gros tournois européens et peut-être même mondiaux qui s'est passé donc en France, hein. C'est très rare. Et on a tous ces acteurs qui recherchent des solutions, qui veulent travailler ensemble. Alors c'est très utopique par contre comme nous on pense, mais en tout cas on espère que ça fonctionnera, pour l'instant ça marche. C'est d'essayer de trouver des solutions pour qu'on travaille tous ensemble. C'est pas évident, parce que des fois il y a des gens qui sont très en concurrence directe selon les milieux. Mais avec la source, en fait, grâce au jeu qu'on a monté, c'est que les concurrents vont pouvoir, entre guillemets, jouer ensemble.
Aujourd'hui, par exemple, à Lyon, si je prends l'exemple de la ville, on a 5 bars gaming. C'est une des villes où il y en a le plus en France. On a 5 bars, il y en a un autre, il y en a même un 6e qui est en préparation. Nous, c'est sûr qu'entre eux, ils vont essayer de vivre ensemble. Chacun est dans un coin de la ville, va essayer de récupérer sa propre communauté. Nous, avec la source, ce qu'on va faire, c'est que comme on va avoir une grosse attraction du joueur amateur, l'objectif de l'application, ça va te dire, bah, écoute, chez nous tu apprends, chez eux tu pratiques. C'est-à-dire que chaque bar, entre guillemets, va faire des tournois le soir, puisque c'est sa façon d'attirer les personnes. Bah, tous les bars, en fait, on essaye de les faire partenaires de notre centre pour justement dire, bah, on va servir un peu d'agenda, de dire, bah, tel soir il y a ton jeu à tel endroit, tel soir il y a tel jeu à tel endroit, et va gagner les tournois là-bas pour justement avoir des retours sur cet entraînement que tu fais chez nous. Donc s'il gagne par exemple le tournoi d'un bar partenaire, bah, il va pouvoir l'enregistrer via le système sur l'application, et ça va permettre de faire à la fois un flux pour le bar et à la fois un retour d'entraînement pour nous, puisqu'on a ce système de mise en place de CV. Donc on essaye vraiment de travailler avec tout le monde. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, nous à Lyon, c'est comme ça qu'on essaye de faire avancer les choses, c'est de faire bloc. En fait, les gens qui se tapent dessus comme ça nous fait un peu peur. Tu veux rajouter un truc pour Tours? Non, je voulais juste dire que Tours était la capitale de l'e-sport, déjà. Déjà, ça me semble être important de le dire. Non, pas le droit de réponse encore. Pas encore. Non, mais vraiment, pour le coup, en étant tout à fait sérieux, nous, du coup, on a lancé Breakfast il y a 2 ans. On était déjà Tourangeau depuis quelques années. Et du coup, avec Quentin, on avait une anecdote, on disait tout le temps, il y a 5 ans, du coup, on disait putain, il y a quand même beaucoup d'acteurs de l'e-sport à Tours, que ce soit la DreamHack, que ce soit VCL, il y a même des anciens locaux de AA qui a un autre site web. Il y a Max Nomi, enfin bref, il y a énormément d'acteurs. Et on s'était dit, du coup, capitale de l'e-sport, c'est rigolo. Et là, finalement, on voit que plus les années passent, maintenant, tu disais, il y a Solari, il y a WSC Group aussi qui gère des projets pour des éditeurs, qui gère aussi le marketing de Solari, qui bosse aussi avec nous. Il y a Breakfast qu'on a lancé il y a 2 ans, donc il y a quand même beaucoup d'acteurs qui sont dans la région. Et la région aussi nous aide et est demandeuse, entre guillemets, dans ce domaine-là de l'e-sport. Et on a, oui, nous on a, je crois, peut-être on en a d'autres, mais il y a le Maildon qui est à Tours. Il y a un Maildon à Tours aussi. Bar Gaming, est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Bar Gaming? Ouais. Je sors pas assez pour ça. Mais je sais pas. Non, je pense pas. Ceux qui sortent plus souvent, est-ce que peut-être vous pouvez nous apporter Non, on vient de me dire non. Ouais, non. Et est-ce que c'est. Vu qu'on est sur quelque chose de très nouveau, est-ce que les personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, je pense aux banquiers, aux investisseurs, il y en a quelques-uns ce soir dans la salle, donc je fais attention à ce que je dis. Est-ce que le message arrive à être compris, entendu et clair pour vous quand vous allez chercher des fonds? Toi, tu as levé les fonds aussi. Tu vas nous dire combien et un peu aussi quel était un peu le type d'investisseur que tu as trouvé. Mais voilà, est-ce que les banques comprennent un peu, réceptionnent un peu le message sur l'e-sport et le potentiel marché qu'il y a derrière? Alors c'est très compliqué, c'est ce que je disais, les fameuses baffes qu'on a prises, c'est justement suite à tout ça. Parce que bon, moi et mon associé, donc on n'a malheureusement pas des fonds derrière nous. Donc on est arrivé, on a créé la société, on peut dire qu'on a pris tout ce qu'on avait, on l'a mis sur la table, on a regardé, on a réussi à faire quand même un petit pactole pour rendre le projet crédible, donc de 10 000 €. Donc on a mis un capital de 10 000 € sur la société. Et une fois que la jolie communauté nous a dit on veut ça, on a regardé donc quel type de bâtiment il nous fallait, quels seraient les frais. Et il nous fallait à peu près 700 000 € pour lancer le projet. Donc on en avait 10 000, il n'en manquait que 690 000. C'est une bagatelle du coup. Voilà, donc on s'est dit, bon, il va falloir qu'on trouve une stratégie pour aller trouver cet argent-là. Et donc du coup, on est allé voir des investisseurs, on est allé voir des banques, on est allé voir plein de gens. Et il y a 4 ans, quand on a tapé aux portes, vous voyez un peu comme des aliens, hein, parce que c'est des gens qui vont payer pour venir dans une salle, pour payer des gens pour regarder sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Donc du coup, on s'est beaucoup battu déjà pour expliquer ce que c'était avant même de se vendre nous finalement. Et puis ça a quoi ça? Je parle sous le contrôle de mes collègues, mais ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça commence vraiment à se réveiller, on va dire. Fortnite a aidé dernièrement forcément, mais on va dire que l'État et que certaines personnes ont commencé à tendre l'oreille, on va dire, il y a à peu près 2 ans. Donc il y a 2 ans, on a commencé à pouvoir
réunir les gens autour d'une table et dire bon écoutez voilà, il se passe ça, en Asie voilà où ils en sont, aux États-Unis voici où ils en sont, on va pas éviter, hein, déjà ça fait un tour donc ça va arriver chez nous. Donc on a vraiment travaillé sur, du moins comme on a pu avec les outils qu'on a eu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, comment présenter l'e-sport à ces gens-là. Les business angels étaient vraiment très sur la défensive parce que c'est des groupes de personnes qui effectivement ont une manière de procéder qui est assez particulière aussi, donc après ça dépend aussi des régions, des groupes, mais grosso modo s'ils mettent 1 € sur la table, ben, à 5 ans, combien je vais pouvoir revendre, entre guillemets c'est l'idée. Sauf que dans un business qui est comme le nôtre très jeune, où on n'a pas des métriques très précises, très compliqué de marcher comme ça. Donc nous en fait on a fonctionné comment? On a dit ben voilà, donc on a besoin de 700 000 €. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une levée de fonds privés d'à peu près 200 000 € pour ensuite aller chercher 400 000 € bancaires. Donc voilà, nous, notre stratégie c'était ça. Donc on s'est dit ok, ben, on va vendre 30% de la boîte à 200 000 € à peu près. Donc on a fait une levée privée exacte de 215 000 € aujourd'hui. Et avec ces 215 000 €, on est allé voir des banques, on a dit bah voilà, il nous faut 400 et quelques mille pour finaliser le truc. Donc là on est en finalité bancaire pour pouvoir lancer tout ça. Donc c'est en bonne voie avec les banques. C'est tout acté, c'est tout acté. Là on attend les virements, donc ça prend du temps. Mais on a réussi donc à cette levée de fonds qui était très compliquée parce que justement les 220 000 € grosso modo qu'on a eu, c'était simplement par le bouche à oreille des gens comme n'importe qui en disant bah voilà on est en train de monter ça, on a besoin de temps. Et donc il y a des gens, il y a mon expert comptable qui m'a présenté à quelqu'un qui m'a dit ah bah c'est cool, bah ouais mais mon fils il joue à Fortnite, bah moi je veux bien que tu me présentes la chose. Donc du coup j'ai présenté le projet. Il s'est dit ouais bah si mon fils c'est un dingue de ça, bah, ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres, bah, je veux bien essayer, donc je mets 10 000, je mets 20 000. Le plus gros ticket qu'on a eu c'est une société qui a mis 60 000 € dans le projet. Mais voilà, ça a été du bouche à oreille, on n'a pas eu la levée de fonds, on va dire, d'une start-up traditionnelle qui va pitcher et qui va aller chercher des fonds comme ça. Nous, ça a été vraiment, on a gratté à droite, on a gratté à gauche, jusqu'à avoir, au total, je crois qu'on en a 12 investisseurs donc, pour avoir cette enveloppe. Et une fois qu'on a eu l'enveloppe, on s'est dit, ça y est, hop, on passe aux banques. Après, on a essayé avec BPI. Donc BPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banque, mais cette fois-ci, qui donne aussi des aides sur toute la partie innovation. Et c'est régional, donc c'est très ciblé, même s'il y a BPI France qui gère un peu le tout. Mais voilà, BPI, quand on est allé les voir, on nous a regardé, je pense que ça a été les pires, parce que c'est des institutions qui sont très carrées, qui ont des cases, qui, dès qu'on arrive, on présente un projet, ils disent ok, c'est telle case, tac, tac, t'as le droit à ça, tac, tac, bim, bam, boum, ça se défile. Donc on est arrivé avec de l'e-sport, ils se disent ouais, c'est comme si on présentait un joueur de dames, le jeu de Go, c'est-à-dire que ça se ressemble, donc, mais en fait ils savent pas du tout comment ça marche. Donc nous ils nous ont clairement dit à l'époque, on finance pas, on comprend pas quoi. C'est faire rentrer des carrés dans des ronds quoi. Voilà, exactement. Et donc ça a été très compliqué. Là aujourd'hui qu'on est ouvert, qu'on a un système, qu'on a plein de choses, aujourd'hui on nous voit comme une société maintenant qui est entre guillemets plus ou moins lancée, puisqu'on a commencé à faire du chiffre d'affaires. Donc maintenant on sait qu'on a tel droit d'aide à type PME et tout ça, mais toute la partie innovation, toute la partie jeune start-up, tout ça, nous on n'y a pas eu droit parce que BPI n'avait pas été encore formé à ce moment-là pour tout ça. Et donc toi, Rémi, comment t'as procédé pour faire le projet? Nous on est parti avec un capital de 8 000 €, c'est de l'argent qu'on a mis avec mon associé. Il avait fallu être malin, c'est ce que je disais au début, donc on a tout mis en produit et on a fait de l'influence marketing en donnant du produit. On est monté comme ça, on a vendu. Pourquoi c'est important de vendre, au-delà du fait de faire du chiffre d'affaires, c'est que vous allez montrer aux potentiels investisseurs, à des banques ou autres, que vous êtes une société attractive, vous générez de l'attraction. L'attraction, c'est une métrique qui est essentielle quand on monte un projet, et c'est pour ça que je vous ai dit à nouveau de tester tout à l'heure, c'est de faire une page sur laquelle il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, ou vendre un premier produit avec seulement 20 € d'investissement. Vous montrez à de potentiels investisseurs que vous êtes sur le bon marché, avec le bon produit ou le bon service, et qu'en plus vous savez mener votre barque. Cela étant mis de côté, dans l'e-sport c'est très compliqué encore parce que voilà, les chiffres de marché, il y a beaucoup de sujets et on pourrait faire 3 conférences là-dessus. Les banques, c'est très difficile parce que les banques ne sont pas des investisseurs, ce
sont des organismes financiers qui vont aller doubler des tickets. Vous pouvez aller voir des business angels ou des fonds d'investissement, ça dépend de votre stratégie. Ça, c'est libre à chacun. Nous, par exemple, on ne regarde pas les business angels, ça ne nous intéresse pas. Et par contre, moi, ce que j'ai découvert, et c'est nouveau pour ça qu'on a déménagé la boîte, c'est qu'un territoire, des institutions qui ont des vraies volontés de développer un secteur d'activité, ça fait toute la différence. Et donc nous, là, aujourd'hui, on va regarder justement avec les personnes qui nous accompagnent directement au niveau de la ville et des réseaux d'entrepreneurs de Poitiers, comment est-ce qu'on fait pour construire les premières briques qui vont développer notre projet. Et une fois que le projet est développé, là, on peut se mettre à lever des fonds. C'est vrai que les entrepreneurs, en général, ils se disent « bon, j'ai pas d'argent, je peux rien faire ». C'est tout l'inverse qu'il faut avoir comme démarche. Si vous ne commencez pas à créer un peu le mur, vous n'aurez jamais les fonds pour finir le château. Moi aussi, je fais des... c'est pas mal. Donc voilà, c'est... voilà, les institutions, moi je ne regardais pas du tout ça au début, et en fait, quand on a des bons interlocuteurs, toi tu parles de BPI, BPI c'est organisé de manière régionale. Nous en Nouvelle-Aquitaine, la BPI, ils sont super. Voilà, chacun son problème. Il n'y a pas des gens de BPI là, je ne sais pas comment ils sont ici, mais voilà, très à l'écoute des sujets. Je pense qu'il n'y a pas de règle, chacun a son histoire. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dira ouais, moi je levé 10 millions avec une feuille blanche. Il y a un président de club de foot du sud de la France qui est rival de celui du PSG qui m'a dit ça un jour. C'est complètement faux, c'est pas vrai, ça dépend de son background, ça dépend de plein de choses. Par contre, vous commencez à montrer que vous savez construire un projet. On a un bon exemple dans l'e-sport, puisque sur une conférence la semaine dernière, il y a Guillaume Merlini qui parlait. Guillaume Merlini, il a créé son projet à 16 ans, il vient de lever 3 millions. Bon, là aujourd'hui, il en a 22, je crois, donc ça a pris du temps. Mais il a une boîte avec beaucoup de gens. Et en fait, lui, il a montré dès ses 16 ans qu'il savait monter un projet et construire un chiffre d'affaires, le consolider une fanbase. Voilà. Ça a de la valeur pour des investisseurs et des banques, quel que soit votre secteur d'activité. Donc bon, les banques arrivent à quand même comprendre et de plus en plus à vraiment... Pour répondre très clairement à la question, ils comprennent mieux maintenant parce qu'ils n'ont plus le choix, ils sont sensibilisés notamment par des billets gouvernementaux, mais ça reste toujours très très naissant. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'interlocuteur que tu vas avoir. Parce que nous, je sais quand on a lancé Breflip, on n'avait pas besoin de faire un emprunt ou quoi. Mais je sais qu'en fonction des banques avec qui tu parles, mais les interlocuteurs, par exemple, la banque ou la franchise de la banque, ça c'est pas le plus important. Mais il y a des gens qui vont comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre et vouloir t'accompagner, ne serait-ce juste pour voir un compte. Je sais que je connais des personnes qui ont monté une société dans l'e-sport, qui voulaient juste un compte et pas d'emprunt. On leur a dit non parce que votre secteur on le connaît pas, il n'y a pas un business model qui est trop précis. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, typiquement. Et en fait, c'est ce que disait notre ami de la source. Romain, ce que disait Romain tout à l'heure et qui était vachement intéressant, c'est que pour qu'il y ait un interlocuteur généralement qui soit plus ouvert, généralement c'est parce que ses enfants vont l'avoir tanné avec le truc, vont lui dire ah Fortnite je joue tout le temps, c'est trop bien, regarde les streams de je sais pas quoi, regarde l'e-sport, je connais, etc. Et parce que ce père ou cette mère de famille va avoir entendu ça dans la bouche de son enfant, il va porter de l'intérêt. Moi à chaque fois que j'ai croisé des gens comme ça d'un milieu non endémique, ça a été par ce biais-là. C'est des politiques, n'importe qui, c'est par ce biais-là. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, ça plus le fait qu'on l'entend à la télé, qu'il y a évidemment un petit peu des trucs gouvernementaux, des études, des chiffres qui sortent un petit peu partout. C'est ce truc-là qui fait que l'individu, pour le coup, qui est sensibilisé par ses enfants, va être open à une discussion, alors qu'il y en a d'autres, pour le coup, comme il disait, genre, si t'es pas dans la case, nous on arrive, on présente un projet de site, de choses comme ça, et en fait, des fois on nous a dit, ok, donc vous faites de l'informatique ? Bah non. Et en fait, à mon avis, c'est ce qui s'est passé aussi un petit peu au début des années 90, des années 2000, quand les gens arrivaient avec de l'informatique et qu'on leur disait mais c'est quoi tes ordinateurs internet ? Ah, ça marchera jamais. C'est le même délire qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez tenter des projets et chercher des partenaires, des business angels, des banques, ce que vous voulez, il faut persévérer, il faut trouver les bonnes personnes, parce que c'est clairement les personnes, plus que les entités, comme on l'a dit, qui sont importantes pour tout ça, et même de manière générale dans l'entrepreneuriat. Pour trouver des associés, pour trouver n'importe quoi, c'est les personnes qui sont beaucoup plus importantes que le reste. Il y en a dans la salle qui regardent des streams sur Twitch ou pas ? À me lever. Ah, plus que tout à l'heure. Est-ce que vos parents, pour ceux qui sont encore chez ses parents, vos conjoints ou conjointes, vous avez déjà fait soit des réflexions, des remarques
des choses un peu désagréables. Vous pouvez le dire à cœur ouvert, hein, c'est en live sur Facebook, personne ne le saura. Donc j'ai installé un degré de timidité énorme ici. Là où je veux en venir, c'est que je fais une petite parenthèse, je fais un lien avec YouTube. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent, qui ont regardé dernièrement une vidéo que Cyprien a fait vis-à-vis de l'image des youtubeurs via les médias TF1, France 2, enfin les grands groupes, sur en fait, vu que ces personnes ont beaucoup d'abonnés, des millions d'abonnés, bon, vous avez sûrement entendu parler du pseudo-clash aussi qu'il y a eu avec Ardisson et Squeezie sur Salut les Terriens. Voilà, vu qu'on n'a pas de référentiel, en fait, on se base simplement sur combien tu gagnes. Tu as 12 millions d'abonnés, tu gagnes 20 000 € par mois, waouh, c'est génial, donc moi aussi je vais être youtubeur. Et en fait, on a une image qui est super mal donnée, que ce soit au niveau des youtubeurs, mais aussi des streamers, des joueurs d'e-sport. Enfin, on a, je pense, cette image, même si je pense que les médias spécialisés comme le vôtre tentent d'inverser la tendance. C'est quoi en gros aujourd'hui les leviers qu'il faut mettre en place pour que la société de manière générale, je pense aussi aux parents qui se soucient de leurs enfants qui sont à fond sur Fortnite, parce que je n'ai que ça en face que mon petit frère de 13 ans ne joue qu'à Fortnite, donc je le vois qu'il est vivant quand je débranche internet, c'est juste ça. Je découvre que j'ai un petit frère des fois, et entre temps il a grandi, donc c'est cool. Et c'est quoi vraiment les leviers pour essayer de construire cette image-là? Mais je pense déjà sur ce que tu disais, sur le fait que les médias parlent mal de l'e-sport, même du gaming, mais en général, je pense que c'est aussi le cas sur beaucoup de domaines. J'ai mon père qui est médecin, et à chaque fois qu'il y a un reportage sur les hôpitaux, etc., le reportage ne donne pas la stricte vérité. Donc je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. Et comme tu disais, en fait, le milieu de l'e-sport est tellement obscur et tellement peu connu, et le YouTube c'est encore pire. Du coup, la question c'est, attends, du coup, tu es dans ta chambre et tu gagnes de l'argent. Du coup, combien t'en gagnes? Mais je pense que du coup, le plus important, c'est de sensibiliser. Et le terme sensibiliser, parfois, il veut tout et rien dire, mais je pense que il faut aller parler aux jeunes qui sont au collège ou dans les lycées, parce que beaucoup jouent à Fortnite, du coup, ils se disent, mais moi, je veux être joueur professionnel, je veux faire des vidéos YouTube. Et en fait, je pense que outre le fait qu'il faut sensibiliser aussi les parents, les grands-parents, etc., ça c'est quelque chose qui marche, etc., il faut aussi dire aux jeunes que ça existe, mais que pour entre guillemets en vivre, et pour entre guillemets, dire je vais être comme Keemstar, qui est un des plus grands joueurs francophones de Fortnite, c'est juste pas possible, on a énormément de travail. Et je pense que la sensibilisation dans les écoles, c'est super important. Commencer par la sensibilisation auprès des enfants en leur disant que Fortnite c'est bien, mais c'est pas, enfin tout le monde ne peut pas devenir joueur professionnel. Enfin, c'est un milieu, je pense, qui est très très difficile. Comme quand on est joueur professionnel sur Fortnite ou sur League of Legends, le fait d'être joueur professionnel sur un terrain de foot ou un terrain de basket, c'est d'autant plus compliqué. Ouais, et que si tu es fan de foot et tu sais que tu n'as pas le niveau pour être joueur de foot, il y a des métiers à côté. On en parlait tout à l'heure. Dans le foot, tu as les masseurs, tu as les coachs, tu as tout cet écosystème autour. Et du coup, on peut allier sa passion avec un métier, on va dire, qui n'est pas joueur professionnel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? T'as résumé, je recherchais ce que je voulais dire. Non, vous avez résumé le problème. Enfin, dans ta question, tu avais résumé le problème. Il faut aussi, à un moment ou à un autre, que les médias traditionnels, et c'est super qu'il y ait des médias comme Reflux qui se créent, mais je pense que les médias traditionnels doivent changer la manière dont ils parlent de l'e-sport, non pas pour éduquer les enfants, ça à la limite, la tâche revient à des médias spécialisés ou à des jeunes comme nous qui sommes dans le milieu, mais pour faire comprendre aux parents ce qu'est l'e-sport, parce que s'ils ne s'intéressent pas à ce que font leurs gosses, ils ne seront pas en mesure de leur donner la bonne direction. Justement, de leur expliquer que oui, il y a peut-être d'autres choses à faire dans l'e-sport que de devenir joueur professionnel, et des choses, il y en a des milliers à faire. Voilà. Donc il faut aussi à un moment ou à un autre que les médias, comme les banques, changent leur regard là-dessus. Et oui, ça prend du temps, on est d'accord. Oui, même en 2 ans, ça a beaucoup évolué par rapport à ce que c'était avant, mais je pense que ça passe avant tout par là, plus que par une modification du milieu, ça passe aussi par la manière dont les médias le regardent. Mais, En fait, je pense qu'on en demande un peu trop. Franchement, il y a 5 ans, même 2 ans, les 3/4, l'immense totalité des reportages qu'on voyait sur les grandes chaînes de télévision, ou même dans la presse écrite, mais la grande presse, ou même à la radio, sur le milieu de l'e-sport, c'était extrêmement flou. Effectivement, c'était vraiment des reportages limite caricaturaux, alors qu'il y avait des belles histoires qui se racontaient. Et franchement, depuis 3, 4, 2, 1 an,
même dans les médias, les gros médias, je parle vraiment pas de France 3, Val de Loire, etc. Je parle vraiment des encore plus gros, non parce que j'en parle après. Il y a des bons reportages. Après, comme tout, il y a des erreurs. C'est bon, voilà, je trouve que limite on est mieux servi pour le coup que les youtubeurs pour l'instant. Bon, parce que les youtubeurs c'est un peu différent, parce que bon, il y a une concurrence avec la télévision. Quand tu sors, bon, j'ai fait 12 millions de vues sur cette vidéo, et que tu fais 2 vidéos par jour, les mecs à la télé avec leurs chiffres qui sont déjà totalement pimpés et sortis de je ne sais pas où, ils disent non, c'est pas possible, vous avez triché. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais dans notre domaine, je trouve que c'est pas vrai, parce que donc il y a ces grands médias qui finalement les traitent plutôt bien. Alors des fois, il y a toujours quelques maladresses, mais qui sont aussi dus à des menteurs, hein, on va les appeler comme ça dans notre milieu, qui eux aussi veulent ultra gonfler les chiffres. Hein. Bon, on fera pas de débat là, mais quand il y a des gens qui disent qu'il y a 100 millions de personnes qui ont regardé une compétition paumée au milieu de la France à travers le monde, et que du coup ça a pris à la télévision, excusez-moi de vous le dire, mais ok, le journaliste, on va plus mieux vérifier, etc., au lieu de relayer ses bêtises, mais la personne qui l'a trouvé en interlocuteur était malhonnête, et là ça vient de notre côté de la barrière. Et je voulais revenir donc sur la deuxième partie, c'est que on a aussi nous des exemples de médias, et notamment en région centre, des médias donc un peu plus petits, pas des TF1 etc, mais plutôt des France 3 sur le site web par exemple, qui font vraiment très régulièrement des reportages, font vraiment des travaux d'enquête très intéressants. Je vous invite à lire. Hein. Vous allez sur France 3 Val de Loire et vous tapez e-sport, un truc comme ça. Ou sur Breakflip. Ouais, vous tapez Breakflip, etc. Vous allez voir. On dit ça parce qu'ils ont fait des interviews et tout, c'est pour ça. Mais ouais, genre 3 interviews, c'est pas. Non, mais pour le coup, ouais, typiquement, un exemple tout bête, c'est que nous, on est parti, on a été invité à Atlanta, pour 2 fois à Atlanta par un éditeur pour couvrir un événement, donc déjà c'était cool. Et pour le coup, on a une journaliste de France 3 qui nous a interviewé avant pour parler de ce qu'on allait faire, dans quel contexte ça avait été fait, etc. Et qui après a fait un suivi pour savoir qu'est-ce qu'on avait fait comme contenu, qu'est-ce qui s'était fait comme ça. Donc en fait, les médias font déjà leur travail, je pense, et en plus, alors pour le coup, là où je te rejoins, c'est que c'est pas à eux d'éduquer sur tout l'écosystème. Eux, ils sont là pour faire un petit peu le produit d'appel. Notamment, bon, évidemment, on va taper des reportages sur les joueurs professionnels qui gagnent 100 millions, qui ont 100 millions de gains potentiels, parce que, de la même façon qu'on parle dans le foot de Messi, etc., et pas d'un mec qui joue en Ligue 2, en tout cas au journal de France 2. Et après, effectivement, ça nous d'emboîter le pas, même si le travail en amont par ces médias n'est pas forcément parfait, parce que nous qui sommes dans ce métier, qui sommes vraiment au quotidien là-dessus, on voit les détails, on voit ce qui n'a pas été dit, ce qui a été mal dit, etc. Certes, mais c'est pas grave, et comme disait Thomas tout à l'heure, on a tous des parents, on a tous regardé le journal à la télévision en mangeant, et dès que ça parle d'un sujet que nos parents connaissent, ils se mettent à râler et dire « oh, ils disent n'importe quoi, etc. » Bon, ça c'est toujours pareil. Bon. Et on ne sera jamais d'accord de toute façon avec ce qui est forcément dit, mais voilà, pour cette aparté sur les médias. Très rapidement, tant que j'ai là, parce que je vois que le temps tourne et puis qu'après on va avoir je pense, quelques questions du public. Bon, voilà, vous deux, on sait comment vous gagnez de l'argent, c'est assez simple, mais vous êtes un média, vous avez, de temps en temps, vous êtes envoyé. Je vais pas, alors peut-être que la question est mal apportée, je me fiche de savoir combien vous gagnez. 1 milliard. 1 milliard en euros. Oui. On ne donnera pas la devise, ok, d'accord. Donc c'est vrai que vous avez vos articles, vous avez aussi une chaîne YouTube. On va dire 2 systèmes pour être très simple de rémunération, en tout cas pour la société Breakflip. La première, comme tu dis, c'est avec la publicité, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur les sites internet. Donc la publicité, ça peut être simplement des encarts publicitaires, des habillages en fond de site, ou même des contenus sponsorisés. Un éditeur ou une marque qui nous contacte pour qu'on parle de son produit. Et la deuxième verticale qu'on a chez Breakflip, c'est du contenu qu'on propose aux éditeurs. Donc on appelle ça de la marque blanche, c'est-à-dire qu'un éditeur, donc par exemple Epic Games qui gère Fortnite, va venir nous voir et va nous dire salut, pendant une semaine on va être à la Paris Games Week, on a besoin que quelqu'un gère nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et du coup, pendant cette période-là, on va réaliser cette prestation pour eux. Et ça amène du coup un autre axe de rémunération pour la société, en étant le plus concis possible. Et pourquoi ils ont besoin de ça? C'est parce que généralement c'est des grosses boîtes américaines ou autres qui ont des petites antennes françaises, qui ont beaucoup d'inertie parce que travaillent dans un énorme groupe. Donc ça veut dire qu'il y a pour faire simple, ça veut dire qu'elles doivent faire des réunions tout le temps qui servent à rien mais qui leur prennent tout leur temps. Et donc là, nous on répond à ce besoin-là en apportant une expertise en plus locale d'un marché français qu'on connaît très bien. Non, tu
Non, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Je vois que le temps défile. Moi, je vais juste te couper, je vais rebondir sur un truc qui s'est passé juste avant. C'est parce qu'ils ont beaucoup parlé de médias, donc c'est vrai que le média communique, et qu'il n'a pas éduqué. Mais moi, l'expérience que j'ai eue et que j'ai encore, c'est avec le parent, ça on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, j'ai des parents qui me téléphonent, qui me disent mon fils, je vais en faire un champion, j'en fais quoi? Donc ça fait peur de se dire qu'il y a des parents qui sont prêts à déscolariser leur enfant pour dire ça va être le futur champion de jeux vidéo. Moi, ces gens-là, chaque fois, je leur dis rasseyez-vous. Hein, si demain votre fils il veut être champion de football, il va falloir qu'il fasse beaucoup de choses. Dans le jeu vidéo, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un message que nous, on travaille beaucoup, c'est le côté parental. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a une émulation parentale en ce moment sur l'e-sport. Donc, outre le fait que l'enfant, effectivement, lui, il a un rêve, certes, mais il faut que le parent derrière soit aussi éduqué sur ce qu'il en est vraiment, parce que l'erreur peut venir de là aussi. Et ça, c'est un grand combat qu'on va devoir mener. Il croit s'approprier le sujet, alors qu'en fait, en disant ah oui, j'ai compris, en fait, ils partent un peu dans les quarts de tour avec ce type de truc. Non, mais c'est ça, en fait, ils se contentent de dire attends, mais des gamins jouent aux jeux vidéo et gagnent 200 000 euros, mais attends, mais moi, mon fils, il peut le faire aussi, alors voilà, ça s'arrête à ça. Et ces gens-là, en général, ce qu'ils voient, c'est le chiffre à la fin et ils comprennent pas comment cet enfant, justement, de peut-être 16 ans, a gagné 200 000 euros. C'est le moyen qu'il va falloir lui expliquer, non pas la finalité, quoi. Je change de sujet parce que je vois, je lève la tête encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants ce soir. Comment? Alors non, mais le fait est qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des métiers qui sont annexes que du mec qui est derrière son ordi. Il y a des coachs, des coachs sportifs, on peut les appeler comme ça, des managers, des agents, des gens qui sont derrière vraiment à fond. Donc vous voyez vraiment une évolution des métiers par la suite. Et dans ces cas-là, vu qu'il y en a, je pense que tout le monde est en cursus, enfin en cours d'études, je ne sais pas si vous êtes en licence, master ou autre, mais si vous avez des réflexions, peut-être que vous pouvez apporter des lumières justement sur ce marché-là. Alors c'est en pleine explosion, ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on découvre de plus en plus de métiers qui peuvent rentrer en résonance avec le secteur. On a Nicolas Beson qui a fait un très gros travail là-dessus, qui a référencé un grand nombre de métiers justement déjà rentrant en résonance, donc que ce soit dans le médical, que ce soit dans plein de secteurs. Après, aujourd'hui, souvent, nous on a fait des interventions dans des écoles où justement les gens voulaient se lancer dans le jeu vidéo, mais ils faisaient une école de commerce ou une autre. En fait, on se rend compte qu'effectivement, nous, via le centre, on a rencontré des nutritionnistes qui se sont spécialisés sur le domaine de l'e-sport, on a des kinés, on a plein de métiers en fait qui peuvent intégrer des psychologues pour tout ce qui est préparation mentale et l'anti-stress. Il y a vraiment énormément de métiers qui peuvent le faire, et ça justement, aujourd'hui, les métiers sont génériques, entre guillemets, et pour être, on va dire, médecin e-sportif, aujourd'hui, il suffit de suivre la branche traditionnelle du médecin et juste se renseigner sur la partie de qu'est-ce que le joueur a besoin, et finalement avoir une formation spécialisée sur cette partie-là, mais c'est tout. L'étude reste la même, et ça, il va falloir aussi justement expliquer aux gens que c'est dans les écoles qui existent déjà qu'on apprend finalement les métiers de l'e-sport. Ouais. Juste pour 30 secondes. En fait, les métiers qu'il y a dans l'e-sport, c'est juste les métiers qui sont dans le sport traditionnel, ou même dans la vie en dire traditionnelle. Quand une boîte a besoin d'un commercial, elle n'a pas besoin d'un commercial qui est spécialisé dans l'e-sport, elle a besoin d'un commercial qui a fait des études, qui a un master, ou peu importe ce que ça va être. Et ça, c'est super important, il ne faut pas se dire, je vais faire une école, j'imagine, je sais pas, je vais être graphiste, je vais faire une école de graphisme dans le gaming. Autant faire une école de graphiste classique, parce que on va apprendre déjà beaucoup plus de choses, un panel qui est beaucoup plus large. Et si on veut se spécialiser dans l'e-sport, on se spécialisera, mais plus tard. Et c'est vraiment super important, comme disait Romain, que c'est vraiment super important d'aller dans une filière qui est classique. C'est exactement ce que je voulais dire. Et je complète là juste par une chose, et on a à peu près la même opinion sur les chiffres, parce que je parlais des chiffres tout à l'heure. Voilà, l'e-sport, ça reste un secteur qui est ultra neuf, dans lequel il n'y a pas non plus 10 milliards d'opportunités pour l'instant, il y en a, et c'est important de savoir se positionner. Et donc voilà, mais par contre, en effet, je serais jamais plus d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est les mêmes métiers que ceux que vous apprenez dans vos études aujourd'hui, mais transposés à un secteur. Voilà, parfois on fait des études, on finit dans l'automobile, on finit en pharma, peu importe, mais on applique des compétences à un secteur. L'e-sport, c'est pareil, c'est un secteur d'activité.
Et donc le taux de recrutement va quand même évoluer, il y a une concurrence qui va s'installer de plus en plus, il y a quand même, il y a déjà des acteurs sur place qui commencent à se montrer, mais il y a des gens qui vont, il va y avoir un besoin en recrutement par la suite. Je vois peut-être, toi dans ta boîte, peut-être que plus tard, quand tu vas te diversifier sur des nouveaux produits et autres, tu vas avoir besoin de recruter. Tu as une énorme croissance du marché et une augmentation des investissements et du business au global, donc forcément il y a des besoins de profils, mais moi par exemple j'ai besoin de data scientists et de développeurs. Des data scientists et des développeurs, je ne vais pas les prendre forcément quelqu'un qui travaillait déjà dans l'e-sport avant. Je vais prendre un développeur qui s'est développé. Et je vais développer un truc pour l'e-sport. Voilà. Ça, et puis, en fait, de manière générale, quand on recrute, on va avoir besoin de deux choses. Première chose, de compétences, donc de compétences vraiment sérieuses et précises sur un point. Et deuxième chose, et c'est pareil pour toute entreprise finalement, de personnes qui sont, qui connaissent un peu le milieu. Et comment on fait pour allier les deux? Et ben on peut faire de l'associatif par exemple. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais pendant que vous suivez votre cursus dans n'importe quel métier, par exemple, je sais pas, monteur vidéo, si vous faites ça et qu'à la fin de votre bac plus 2, bac plus 3 ou bac plus 5, vous débarquez dans le milieu du marché du travail et que vous faites « Ah, regardez, j'ai fait une école, c'est super », on va vous faire « Ouais, c'est super, ouais, c'est super ». Par contre, si vous arrivez et vous me dites « J'ai fait l'école et parce que vraiment c'est ce métier, c'est ce domaine dans lequel j'aimerais travailler, j'ai toujours une appétence pour ça, et donc j'ai fait quoi? J'ai fait une LAN, j'ai participé à l'âge, chez Bracklip, allez chez Bracklip. Pendant 2 ans, pour faire un petit peu de trucs à côté de mes cours, pendant mon projet tutoré, je sais pas, j'ai fait un truc qui avait un lien. Là, vous allez être intéressant parce que vous aurez déjà quelque chose de plus que les autres. Et deuxièmement, vous connaîtrez sûrement les codes du travail. Ça a déjà un petit peu rentré dans notre milieu. Et ça s'applique particulièrement à notre milieu parce que le milieu de l'e-sport, c'est un milieu jeune, un milieu naissant. Même si ça s'est très très vite accéléré, c'est un milieu associatif, c'est ça, voilà. Et donc, il faut vraiment passer par ces étapes-là pour faire ça. Et notamment, si vous avez pour but d'entreprendre à la fin de vos études ou pendant vos études, ça vous fera un réseau. Et ça, c'est juste ce qui est le plus important. On va s'arrêter là parce que je pense qu'on va avoir quelques questions. Déjà, je vous remercie énormément. Je pense qu'on peut les applaudir quand même. Je sais que la première question est toujours très compliquée. Du coup, on va passer le micro, mais on offre un toast de rillettes et une coupe de Vouvray maintenant à celui qui posera la première question pour le débat. Alors c'est pas pour la rillette, hein, mais... à la rigueur, mais non. Dis-nous. Bonjour, merci en tout cas pour cette intervention, c'était vachement instructif. Voilà, moi je suis plus étudiant pour le coup, je suis coach et préparateur mental. Donc c'est vrai que c'est un domaine que j'ai connu parce que voilà, 89, la Sega, la Mega Drive, on a tous connu à cette époque. C'est vrai que c'est assez compliqué par contre pour trouver, je trouve, des informations pour rentrer dans votre secteur. C'est très très fermé. Alors c'est vrai que lorsque par exemple, je viens de finir mes études pour être coach consultant, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Tour et tout ça. Alors Matchup est arrivé vraiment au bon moment pour le coup. Mais c'est vrai que sur internet c'est très difficile de trouver des connexions, savoir à qui parler. Et je voulais un peu savoir si vous aviez des informations à nous communiquer, pour en tout cas ceux qui veulent se spécialiser, parce que c'est vraiment une spécialisation que j'aimerais. Et donc voilà, avoir un petit peu d'infos là-dessus, savoir où me renseigner en tout cas. Je ne sais pas ce qui me posait la question à moi, mais je prends la réponse. Pour 2 raisons, déjà parce que évidemment Brexit va donner plein d'informations, tu peux les recontacter, ils sont sur tour, donc ils vont t'accueillir, ils vont t'en parler. Et l'autre raison, c'est parce que moi à l'origine, je n'ai pas de milieu d'e-sport. Comme je l'ai dit au début, pendant 10 ans, j'avais même pas touché un jeu vidéo. Pour entreprendre, il faut un peu de culot. Voilà, c'est que ça. Et la première fois que je suis allé à un événement et qu'on a repéré quelqu'un qui était influent dans le milieu, et parce que justement on y a passé des heures et qu'on a identifié le bon profil et qu'on avait vu parler, c'est comme ça que tout a été déclenché. Voilà. Il n'y a pas de magie, il faut juste le faire, il faut bouger. Donc on avait pris la voiture à 6h du mat, on est rentré à 2h du mat. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Comme tu disais, le secteur de l'e-sport est très verrouillé. C'est très difficile d'y rentrer. Alors, l'excuse, je vais l'appeler comme ça, l'excuse que je lui donne, c'est parce qu'on a été très souvent attaqué. Donc du coup, les gens sont très sur la défensive. Il y a eu des gros projets qui sont arrivés, qui ont fait des flops, qui ont mis des gens à mal.
Et du coup, on est tous très sur la défensive de savoir, et il y a une question qui revient beaucoup dans le milieu, on en rigole aujourd'hui, mais c'est t'es qui dans l'e-sport? Cette phrase-là, elle revient beaucoup parce que justement, à cause de ces gens qui ont fait du mal. Qui ont des choses contre eux. Et du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à passer ce gap, en fait, si tu veux. Et comme ils l'ont dit, c'est un milieu associatif. Rien ne t'empêche demain de trouver une petite équipe associative qui a besoin d'un coach mental et justement de les aider et de montrer à quoi ton métier sert, de les monter au plus haut justement grâce à cette pratique pour déjà te dire moi j'ai fait ça, voilà. Aujourd'hui j'ai réussi, j'ai été capable de faire ça. Ça va servir d'exemple. Aujourd'hui le coach mental c'est une évidence pour beaucoup de gens. Par contre pendant une période moi je l'ai vu arriver, on se disait mais qu'est-ce qu'ils leur font faire quoi. J'ai déjà vu le coach mental, on en riait, on se disait mais c'est à quoi. Et en fait, les gens ne connaissaient pas la pratique, justement. Donc du coup, c'est arrivé tout doucement. J'ai connu des équipes qui ont explosé du jour au lendemain sous l'embauche d'un coach mental. Il y a 2-3 équipes, j'ai des noms, qui ont dit nous, on va tenter le truc, on va le prendre. Et du jour au lendemain, ils sont passés de rien à presque gagner des lames toutes les semaines, quoi. Donc c'est évident, c'est pratique, mais il faut le montrer. Et c'est, je pense, grâce au côté associatif, que ça peut donner de l'expérience et justement de la crédibilité à ta pratique. L'exemple d'association pour toi, pour ton profil de coach, déjà, c'est tu as de la chance, dans 2 mois, il y a la DreamHack à Tours. Donc la DreamHack, c'est pas mal pour rencontrer des équipes. Donc c'est déjà mon premier conseil vraiment brut, c'est rends-toi à la DreamHack et parle à des gens. Pour donner un exemple de métier comme ça qui se greffe autour des équipes, il y a eu, il y a 2-3 ans, peut-être 4, je sais plus, il y a des ostéopathes qui se sont dit, écoutez, nous on aime bien l'e-sport, on connaît, voilà, ils sont peut-être présents, ils pourront peut-être te renseigner après, qui sont arrivés en fait dans le milieu en disant, voilà, nous on a des compétences, on pense qu'il y a un besoin, et en fait ils se sont déplacés en LAN, ils ont fait connaître un petit peu leurs compétences, et c'est comme ça qu'ils ont réussi un petit peu à monter, et maintenant ils sont connus dans le milieu. Alors, par contre, deuxième élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est que coach mental, oui, on en parle, et notamment dans les grosses équipes, on en parle, des équipes comme Astralis, qui, voilà, sur CSGO, avec tout un staff de coaching qui était intense, a réussi à être premier sur CSGO et qui à le rester surtout sur la longueur. Donc, c'est vachement important. Maintenant, il va y avoir un bémol, c'est que les équipes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les 3/4 n'ont pas d'argent. C'est un milieu qui brasse certes une certaine somme d'argent, mais ça veut dire que les équipes ont beaucoup d'argent. Elles le dépensent déjà dans des budgets de joueurs, qui sont souvent conséquents, et ensuite après, voilà, elles ont plusieurs équipes, ça tourne, et elles n'ont pas forcément beaucoup de retours sur leurs investissements. Donc elles n'ont pas beaucoup non plus les moyens, toutes, d'employer comme un club de foot 45 coachs. Donc c'est pas facile de faire sa place là-dedans. Donc il va sûrement falloir commencer par petit pour faire connaître un petit peu tes compétences, et puis après avoir des connexions, et après ça peut aller vite, si tu arrives à comment dire, être dans une petite équipe française, puis une bonne équipe française, etc. Peut-être qu'après tu auras des propositions et que tu pourras créer ton réseau. Mais en tout cas, pour commencer, vu que c'est un milieu fermé, va en LAN, parle avec tes équipes et n'aie pas peur de faire un petit peu comme ça, même si tu te dis que, même si tu vois pas des retombées sous 2 mois, c'est pas grave, fonce, prends l'expérience. Et voilà. Super. Merci beaucoup. Une autre question? Personne ne me pose tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que C'est que nos intervenants ont été sans doute très clairs. Donc on les remercie encore. Si tu avais une question. C'est pas une question, c'est pour répondre un petit peu à ce qui s'est dit juste avant. Si c'est possible. Ouais, bien sûr. Non, c'est une question, faut pas. Merci. Du coup, la réponse que j'avais apportée, simplement, moi j'ai pas du tout le même profil que toi, mais je viens d'un milieu qui est tout autre. Je m'intéresse beaucoup au milieu de l'e-sport en général. Et depuis tout petit, le métier que je voulais faire, c'était commentateur de foot. C'est con, quand j'étais petit, j'adorais le foot, les jeux vidéo, on y jouait, mais il n'y avait pas de professionnalisation possible. Alors j'ai découvert qu'il y avait d'autres métiers, notamment le métier de caster, c'est commentateur de jeux vidéo sur les compétitions de League of Legends ou de CSGO. Par contre, pour trouver ces postes-là, c'était vraiment très compliqué. Et j'ai trouvé un site qui s'appelle Gaming Jobs, en fait, qui est un petit peu, moi je le qualifie de Pôle emploi du jeu vidéo. C'est toutes les associations, les différentes équipes et associations qui postent régulièrement des offres, des candidatures, des recherches. Alors très souvent, en commençant, c'est du bénévolat, etc. C'est des petites structures. Mais moi, ça fait 3 mois que je fais ça maintenant et ça va très vite. En fait, les réseaux, les contacts se font hyper vite.
L'avantage est un secteur qui est tout petit et on rencontre très vite beaucoup de gens. Et après, voilà, ça prend très vite forme. Et donc, il y a moyen de se développer en passant par une toute petite association dès le départ. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? De toute façon, je crois que la plupart de nos intervenants restent un petit peu. Je crois qu'il y en a qu'un train. Mais sinon, je crois que... Ok, cool. Donc vous pourrez leur poser vos questions, juste après, pendant le networking et les petits apéros. Ok? On va passer à une partie importante du mashup, c'est les pitchs.